Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de cet article dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo comme d'habitude. Un article qui, je pense, est intéressant dans cette période un peu morose que notre civilisation passe depuis quelques millénaires. Ouais, elle est bizarre cette phrase, hein, mais bon, c'est ce que je crois. Les dépressions sont de plus en plus fréquentes. C'est la première cause d'invalidité et d'incapacité au monde. Pas selon moi, mais selon l'OMS. Donc c'est pas du tout un détail, c'est pas du tout un problème isolé, c'est pas du tout quelque chose de rare, quelque chose d'extraordinairement fréquent et de très handicapant. Et il existe une part non négligeable, pas très fréquente, mais non négligeable, de personnes qui souffrent de dépression dite résistante. C'est-à-dire qu'après plusieurs traitements vraiment bien conduits dans les règles de l'art, malgré tout, les gens restent dans une symptomatologie dépressive caractérisée médicalement. Bon. Et donc, il y a évidemment une course à l'armement des laboratoires pour essayer de trouver des médicaments qui vont permettre de soigner ces gens, parce que ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'amour sur Terre, non je déconne, beaucoup d'argent à gagner, et c'est très bien, j'ironise, mais c'est très bien, heureusement qu'ils ont un intérêt à le faire, comme ça ils peuvent justement déployer des moyens considérables pour essayer de trouver des solutions, bref. Et parmi ces solutions, il y a ce qu'on pourrait appeler des drogues en fait, tout simplement. Hein. C'est-à-dire des choses qui sont d'habitude utilisées par des consommateurs de toxiques à visée notamment récréative. Bon. Parmi les drogues candidates pour le traitement des dépressions résistantes, il y a quelque chose qui pourrait s'apparenter de loin, en tout cas dans ses effets au LSD, qui s'apparente de beaucoup plus proche aux champignons, puisque c'est une molécule qu'on retrouve dans certains champignons hallucinogènes, d'accord ? C'est la psilocybine, c'est une molécule voilà, qui est une part de certains champignons hallucinogènes. Alors évidemment, comme toujours en médecine, c'est comme pour le millepertuis, hein, il y a une plante avec dans cette plante une molécule qui est intéressante, au lieu de donner toute la plante aux gens, avec tous les effets secondaires que ça peut avoir, on isole la molécule, on la sélectionne, on la synthétise de manière très précise, et on ne donne aux patients que cette molécule-là. Hein, pour le millepertuis, il y a une molécule qui fait effet d'inhibiteur de la recapture de la sérotonine, donc c'est un traitement antidépresseur entre guillemets naturel, d'ailleurs sans ordonnance, là pour le champignon, là on va prendre uniquement la molécule qui nous intéresse. Et pourquoi elle nous intéresse ? Parce que elle aussi, elle a une action sur la sérotonine, sur des récepteurs sérotoninergiques, donc c'est une action plus directe, c'est pas une inhibition de la recapture de la sérotonine dans la synapse, c'est-à-dire dans l'endroit où communiquent les neurones, là, c'est carrément une action directe, une sorte de stimulation directe de certains récepteurs à la sérotonine dont on sait qu'elle est impliquée dans le mécanisme d'action des antidépresseurs, hein, encore une fois, via l'inhibition de la recapture de la sérotonine, vous avez suivi. Bon, et donc on voit une molécule qui, chez les gens qui la prennent de manière de manière complètement pathologique, ça les excite, ça les euphorise. On regarde ce que fait cette molécule, on se rend compte qu'elle a un effet sur les récepteurs sérotoninergiques. On se dit, tiens, la sérotonine, ça a un impact dans la dépression. Si on essayait, donc on isole cette molécule, et là, c'est une étude de phase 2, c'est-à-dire une étude où l'objectif est de trouver la dose optimum. On est dans cette étude de phase 2, randomisée, contrôlée, en double aveugle, contre placebo, c'est-à-dire on prend deux groupes de personnes tirées au hasard, parallèles, et à certains on donne une dose, à d'autres on donne une autre dose. Donc le groupe contrôle, dans ce cas-là, c'est 1 mg de cette molécule, et le groupe test, c'est soit un groupe de 10, soit un groupe de 25 mg, d'accord ? Parce qu'on cherche la bonne dose. Donc en gros, le groupe 0, le groupe contrôle, où ils ont une dose tellement faible que c'est insignifiant, c'est le groupe 1 mg. Et ensuite, on cherche à savoir si 10 ou 25, c'est la meilleure dose. Alors la particularité, c'est que c'est une single dose, une seule dose d'un coup, et ensuite, on regarde ce qui se passe, d'accord ? Et donc là, cette étude, elle cherche à savoir si le groupe tiré au hasard, qui ne sait pas ce qu'il prend et dont les docteurs non plus ne savent pas ce qu'ils prennent, c'est mieux 10, 25 ou ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que ça se trouve, ça ne change rien du tout par rapport à 1 mg. Bon. Et donc, comment on fait pour savoir si c'est mieux ? À certains intervalles de temps, on fait des échelles de dépression. En l'occurrence, ils ont utilisé un grand classique qui est la MADRS. J'ai fait plusieurs vidéos pour expliquer pourquoi cette échelle, elle était plus que perfectible, mais enfin, c'est le gold standard, c'est la référence. Donc, vous savez que les scientifiques n'aiment pas trop innover. Donc, quand quelque chose est considéré comme la référence, ils vont vouloir, pour que leur papier soit accepté et pour avoir des points de comparaison avec d'autres papiers, utiliser la référence. Et ça se comprend tout à fait, même si c'est pas forcément intellectuellement ce qu'il y a de plus élégant, de plus beau et peut-être même de plus efficient. En tout cas, c'est ce qu'il y a de plus pragmatique dans l'industrie
de pharmaco et dans la publication, dans la recherche. Bon. Donc, avec cette méthodologie-là, ils ont voulu savoir si les gens donc, déprimés et résistants, ils allaient mieux ou pas à certains intervalles de temps. Alors, sans surprise, ils vont mieux quand même, les gens qui prennent le traitement par rapport à ceux qui ne le prennent pas. Alors, la différence, elle n'est pas significative avec 10 mg. C'est-à-dire qu'ils ont l'air d'aller mieux quand même, mais statistiquement, il n'y avait pas assez de patients pour montrer que cette différence était pas due au hasard. Donc, il est tout à fait possible que cette différence soit due au hasard, c'est quand même peu probable, mais voilà, en tout cas, mathématiquement, on ne peut pas exclure la possibilité que cette différence soit due au hasard. Par contre, à 25 mg, la différence, elle était cliniquement significative, c'est-à-dire que les scores de MADRS étaient à court et moyen terme tout à fait meilleurs en moyenne, dans le groupe qui a pris 25 mg par rapport au groupe qui a pris 1 mg. Et statistiquement valable aussi, c'est-à-dire que cette différence qu'on a observée qui est importante n'est pas due au hasard, il y a suffisamment de gens pour qu'on se dise que ce n'est pas le hasard. Bon. Alors ensuite, il y a des intervalles de temps un peu plus prolongés, notamment à 12 semaines. Et là, on voit que le nombre de personnes qui continuent à avoir cette amélioration qu'ils ont eu initialement à 2, 4, etc. semaines, eh bien, il est nettement moins important, ce qui laisse à penser, et honnêtement, on s'y attendait, qu'un one-shot, une seule dose, ne permettra pas d'obtenir une rémission chez une majorité des personnes. C'est vraiment logique, bref, en tout cas, eux ont démontré ce qu'ils voulaient démontrer, c'est-à-dire que la dose qui semble être la plus optimum, c'est 25 mg par rapport à 10 mg, qu'effectivement, il y a une efficacité en termes de baisse moyenne de points de score de dépression, qu'il y a aussi une efficacité qui quand même se maintient sur plusieurs semaines, qu'il y a un pourcentage de gens ayant une baisse significative de ces scores qui est important, parce que c'est pas pareil d'avoir une moyenne qui baisse que de savoir s'il y a des gens, un pourcentage élevé de gens qui ont eu une grosse baisse. Vous comprenez bien que nous, ce qu'on veut, c'est beaucoup de gens qui ont eu une grosse baisse. C'est pas uniquement le truc moyen a baissé de quelques points. Vous comprenez l'idée ? Bon. Donc voilà, globalement, c'est plutôt une réussite. Alors il y a eu bien sûr des effets secondaires. Classique, maux de tête, nausées, etc. Ce qu'on peut éventuellement retrouver, qui était relativement fréquent, 20-25%, ça dépend un petit peu des effets secondaires. Et puis, il y a eu aussi une augmentation des idées suicidaires. Alors, il n'y a pas eu de passage à l'acte suicidaire, mais il y a eu une augmentation des idées suicidaires, ce qu'on retrouve aussi dans ce type d'études. C'est pas étonnant et l'augmentation était modérée. Et encore une fois, il n'y a pas eu de passage à l'acte. Donc, encore une fois, il s'agit d'évaluer le rapport bénéfice-risque d'un traitement. Rien n'est jamais neutre. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous prenez quelque chose, il faut absolument demander l'accord de votre médecin. Sinon, vous prenez un risque qui peut ne pas en valoir le coup. D'accord ? Donc voilà, une étude intéressante. Alors, juste, je reviens sur un point. D'abord, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche. Et quand vous mettez la cloche, mettez bien toutes les notifications, parce que sinon, vous n'aurez pas la prochaine vidéo, parce que ça se trouve, la prochaine vidéo, elle ne va pas sortir dans 6 mois, où là, vous aurez la notification, mais dans 2 jours. Et si c'est dans 2 jours, vous n'aurez pas la notif, parce qu'en fait, YouTube va se dire « Ah bah oui, mais il a déjà vu une vidéo il y a 2 jours, on ne va pas lui reproposer une autre nouvelle vidéo. » Voilà, donc mettez bien la cloche sur toutes les notifications, d'accord ? Donc un point sur lequel je voulais revenir, c'est cette histoire de one shot, c'est-à-dire je donne le traitement en une seule dose et je fais à mon avis semblant, mais en tout cas j'envisage que peut-être ça puisse permettre une rémission sur le long terme pour une majorité des patients. Non, c'est pas, si vraiment ils pensaient ça, c'est qu'ils connaissent pas la littérature. Comme ils connaissent la littérature, bien sûr qu'ils ne le pensaient pas, évidemment, parce qu'en fait le mécanisme, en tout cas, ce qui est le mieux associé, on va dire, à une rémission complète sur un temps long dans les dépressions ou dans le trouble anxieux, ce qui est en fait à peu près pareil, eh bien, ce n'est pas finalement l'activité sérotoninergique du médicament qu'on donne, c'est à quel point il y a eu une reconstruction cérébrale. Et je vous en parle souvent. Les antidépresseurs, comme par exemple ça a été démontré pour la fluoxétine, ils font repousser des nouveaux neurones dans 2 zones qui sont impliquées dans la gestion des émotions, qu'on appelle l'amygdale et l'hippocampe. Et donc, on comprend bien que cette nouvelle pousse de neurones, dans ces zones dont on sait qu'elles sont justement utilisées dans la gestion des émotions, eh bien, c'est ça qui permet aux gens ensuite de ne pas rechuter. Alors, probablement que le mécanisme d'action initial passe par la sérotonine et par la neurotransmission sérotoninergique, bien sûr, par le fait que les neurones peuvent mieux communiquer, les neurones qui communiquent avec des morceaux de sérotonine, ils communiquent mieux entre eux, très bien, pendant que ça passe par là. Mais ce qui permet aux gens de ne pas rechuter,
c'est quand même, enfin en tout cas probablement, et c'est une hypothèse vraiment sérieuse et solide, c'est le fait d'avoir un petit peu, entre guillemets, reconstruit, redonné des forces à ces zones cérébrales impliquées dans la gestion des émotions. D'accord? Que ce soit dans le trouble anxieux ou la dépression, encore une fois, c'est pareil. Donc, on peut légitimement penser qu'une seule dose d'une molécule, que ce soit un antidépresseur ou cette molécule-là, eh bien, ne permettra pas de lancer une machinerie de reconstruction neuronale sur un temps long et de manière suffisamment importante pour que les nouveaux neurones dans ce zone-là soient nombreux et donc permettent d'éviter une rechute avant très longtemps. Ça semble assez logique, d'accord? La neurogénèse, c'est un processus long qui prend du temps et qui ne peut pas être commencé et maintenu avec une pichenette, une petite stimulation comme ça sérotonergique, quand bien même elle serait directe et non pas une recapture de la sérotonine. Il n'y a pas de raison raisonnable de penser que le cerveau pourrait fonctionner comme ça, d'accord? Donc voilà, ok, c'est bien, peut-être que dans les dépressions résistantes, ça peut être un coup de pouce très intéressant, une seule dose, peut-être qu'il faut aussi, il y a des études bien sûr là-dessus, envisager des doses répétées, voilà, et bien sûr ça nécessite des études. Surtout, je le précise, même si je l'ai déjà précisé dans cette vidéo, ne faites pas ça n'importe comment chez vous en prenant des champignons, ça marche pas comme ça, c'est beaucoup plus compliqué, même ceux qui seraient intentés par acheter des drogues, etc. Surtout ne le faites pas, c'est extraordinairement dangereux. C'est un peu l'histoire du cannabis, si vous voulez. Le cannabis, c'est horrible, d'accord? Mais il y a une molécule dans le cannabis qui semble être, effectivement, selon la science, pas trop mal, c'est le CBD. C'est d'ailleurs pour ça que c'est légal en France et en Europe. C'est pas pour rien que le CBD c'est légal. Mais pourtant ça vient du cannabis, et le cannabis c'est illégal. Oui, mais d'accord, mais le cannabis c'est de la merde en général, mais dedans il y a une molécule qui est peut-être pas mal et peut-être pas trop dangereuse. Donc ok, celle-là, il n'y a pas de raison qu'on l'interdise. Mais c'est pareil, les champignons c'est extraordinairement dangereux, d'accord? N'en prenez surtout pas, c'est de la drogue, c'est horrible. Et il y a dans ces champignons peut-être une molécule qui pourrait être dans un cadre médical, de prescription médicale intelligente, être utile à certains patients en dépression résistante. Donc vous voyez, faites pas n'importe quoi, c'est ça que je voulais vous dire. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, abonnez-vous et mettez la petite cloche sur toutes les notifications. Et donc je vous dis, ça se trouve à très bientôt, ça se trouve à demain. Si je tombe sur un article qui m'intéresse, peut-être ça sera demain la prochaine vidéo. Bye.